C'est souvent quand on le perd qu'on réalise son importance. Ce sens est le plus ancien, le plus intime, pourtant nous ne l'utilisons plus à sa juste valeur. Mon invité du jour et moi vous proposons de renouer avec les pouvoirs de l'odorat. La vie est un phénomène unique en son genre. Alors, tâchons de l'honorer. Je suis Margot. Bienvenue sur Phénoménale Existence, le podcast qui explore ce qui fait notre particularité, ici, au milieu de l'univers, pour habiter pleinement nos vies. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Sarah Boisse et comme à mon habitude, je vous propose une rencontre en 2 temps. D'abord, on va explorer ensemble notre incroyable sens de l'odorat, puis on plongera dans le parcours singulier de Sarah. Ce sont donc des interviews à double lecture que je propose, d'abord pour remettre de la conscience sur ce qui nous compose, puis pour explorer la variété de chemins que l'on peut avoir en tant qu'humain. Parce que notre existence est déjà extraordinaire, mais encore faut-il apprendre à l'habiter pleinement. Bonjour Sarah. Bonjour Margot. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Même si tu es dans mon podcast, tu m'accueilles aussi chez toi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je suis très contente de te rencontrer en vrai. Parce que nos échanges épistolaires ont été fort enthousiastes. Donc ça me fait grand plaisir. Mais ça me fait grand plaisir aussi de te recevoir chez moi. Et je suis ravie que tu m'accueilles dans ton podcast que je trouve vraiment génial. Génial, mais tout le monde est ravi, donc c'est cool. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous résumer en quelques phrases qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Sarah Boisse et je travaille depuis une 15aine d'années dans l'univers des odeurs et du parfum qui m'a toujours fascinée. Mon premier métier, c'est journaliste. Donc aujourd'hui, je suis journaliste indépendante. J'écris notamment pour un magazine, enfin une revue qui s'appelle Nez, la revue olfactive. Mais je suis aussi autrice, traductrice, conférencière. J'anime régulièrement des tables rondes à des événements comme la Paris Perfume Week, qui est un événement annuel dédié à la culture olfactive et au parfum. Et puis je propose aussi des ateliers d'éveil olfactif en milieu scolaire par le biais d'une association dont je suis membre et qui s'appelle Nez en herbe. Vraiment tout ce qui touche au sens de l'odorat. Et je crois aussi que tu fais des dégustations d'huile d'olive, notamment de vin, non ? Il y a aussi... Alors ça m'est arrivé de prendre part à des jurys. Ouais, récemment, j'ai dégusté des huiles d'olive pour élire la meilleure de l'hémisphère nord avec un jury qui était trié sur le volet. Ouais, c'était génial. Donc effectivement, c'est des choses assez variées mais qui touchent toujours à l'odorat. Ouais. Odorat, goût, qui sont tout à fait liés, on en parlera plus tard. L'avantage de choisir ces invités et ces thématiques, c'est que ça nous permet d'aborder des sujets qui nous parlent particulièrement. Et l'odorat est un sens que j'affectionne énormément. Alors, quand j'ai lu l'ouvrage de Sarah, qu'elle m'a gentiment envoyé en prémisse de cet échange-là, qui raconte l'histoire intime de son nez et des odeurs au cours de sa vie, je me suis sentie extrêmement proche de son expérience et de son rapport à ce sens. Même si j'en ai pas fait mon métier, c'est quand même en toile de fond. Et c'était un peu comme trouver une alter ego dans un monde où la majeure partie des gens ne semblent prêter attention qu'aux parfums forts ou aux odeurs désagréables, considérées sales. Alors ces phrases que tu as écrites et que je m'apprête à lire, j'aurais pu les prononcer. Je ne veux pas en louper une miette, alors j'ouvre grand les narines, façon de parler. Je connais l'odeur de tous mes livres et de toutes mes amies. J'ai sniffé tout ce que contient ma trousse et discrètement goûté. Je respire tout ce qui me passe entre les mains, les fleurs, les jouets, les affaires des autres, et pourquoi pas les cailloux. Je pourrais lire ton livre en entier ici tellement je l'ai dévoré. Alors Sarah, enchantée vraiment. Ici, on aime bien revenir au cœur des phénomènes, alors est-ce que tu peux nous dire ce que sont les odeurs ? Oui, c'est une très bonne question pour rentrer dans le sujet. Alors, une odeur, c'est ce qu'on perçoit quand notre système olfactif détecte des molécules odorantes. Les molécules odorantes, ce sont des minuscules particules volatiles qui flottent en permanence dans l'air qu'on respire et qui proviennent de tout ce qui nous entoure, donc le lieu où on se trouve, les objets qui sont autour de nous, les gens, les plantes, les animaux, éventuellement ce qu'on a dans la bouche si on est en train de manger. Donc voilà, tout. Et nous, donc, au fond du nez, on a des millions de capteurs qui sont dédiés à la détection des molécules odorantes et qu'on appelle les récepteurs olfactifs. Nous, les êtres humains, on a environ 400 types de récepteurs olfactifs différents, c'est-à-dire que tous ces millions de récepteurs, ils sont répartis selon 400 types possibles.
Et chaque type de récepteur, il est spécialisé dans la détection d'une ou de plusieurs molécules bien particulières. Et quand une molécule parvient jusqu'au fond de notre nez, donc transportée par l'air qu'on respire, et qu'elle se lie avec le récepteur qui lui correspond, eh bien, ça va envoyer un signal électrique, en fait un message nerveux à notre cerveau. Et là, ça fait une odeur. Donc l'odeur, c'est ça. Alors, ce qu'il faut préciser peut-être quand même, c'est que dans la vie de tous les jours, la plupart des odeurs qu'on sent, elles sont composées de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de molécules odorantes différentes. Tu vois, rien qu'un petit café, là, c'est 1 millier de molécules différentes. Et pourtant, quand on approche le nez de notre tasse de café, on ne va pas sentir une cacophonie d'odeurs, une myriade de molécules olfactives, on va sentir juste une odeur, celle du café, bien nette et bien unifiée. Et ça raconte une chose, c'est que notre odorat, il fonctionne d'une manière qu'on appelle combinatoire, c'est-à-dire que quand on sent une odeur, c'est la combinaison particulière des molécules qui la composent et la combinaison particulière des récepteurs olfactifs que ça va activer dans notre nez, que notre cerveau va décoder pour en tirer un unique message. Un peu comme quand ton téléphone il rencontre un QR code, il va pas se dire une foule de petits points, il va se dire tiens, voilà une information. Et c'est ce mode de perception combinatoire qui nous rendrait capable, en théorie, de distinguer un nombre d'odeurs absolument hallucinant, puisque les estimations, c'est environ 1000 milliards d'odeurs différentes qu'on serait capable de distinguer. Ah oui, qu'on serait capable de distinguer. Waouh, dingue. Et ça me fait penser à une question, là, subsidiaire. Est-ce que on sait si chaque individu est capable de sentir sans la même odeur ? Je veux dire, à partir du café, par exemple, puisque tu as cité cet exemple, est-ce que tous les individus captent cette même odeur de café qu'ils associent à l'odeur du café ? Tu as compris, tu vois ce que je veux dire ? Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a tous, en fait, un répertoire de récepteurs olfactifs différents. C'est-à-dire, comme je te disais, donc on a plusieurs millions de récepteurs olfactifs. Ils sont répartis selon 400 types environ possibles. Mais certains vont avoir plein de tels types de récepteurs, d'autres vont avoir très peu de tels types de récepteurs, voire pas du tout. On a tous ce qu'on appelle des anosmies partielles. Et ça, en fait, ça fait que une odeur complexe comme le café, il est fort possible, et même fort probable, que toi, par exemple, il y a certaines molécules de cette odeur que tu vas percevoir de manière plus forte que moi. Donc ça va être des odeurs un peu différentes, forcément. C'est un petit peu comme, tu sais, le coup de la répartition des cônes et des bâtonnets dans la rétine qui fait qu'on ne voit pas tous exactement les mêmes couleurs. Là, si on regarde par la fenêtre en même temps, c'est possible qu'on ne voit pas exactement la même chose. Mais déjà, d'une part, on ne le saura jamais. C'est ça. On ne pourra jamais se mettre dans la tête l'une de l'autre. Et puis d'autre part, a priori, c'est des différences qui sont assez subtiles et qui ne nous empêchent pas, malgré tout, de nous entendre sur le fait qu'on est en train de regarder le ciel. Mais non, c'est une question, moi, qui m'a toujours beaucoup fascinée. Parce qu'effectivement... je trouve ça dingue de penser qu'on a des outillages différents pour sentir, et donc face à un même stimulus, on n'est pas du tout, on n'a pas forcément la même représentation mentale en fait de ce qu'on est en train de sentir. Ouais, complètement. Ça nous montre que la réalité n'est pas une vérité universelle et qu'elle est propre à chacun aussi. C'est très subjectif finalement tout ça. Il y a que des représentations de la réalité finalement. Il n'y a pas de réalité quoi. Complètement. C'est assez vertigineux. Et donc tu penses que ces récepteurs-là, est-ce que tu sais si ces récepteurs-là sont fournis génétiquement à la naissance ou ça s'acquiert là ? Juste sur cet aspect-là, on va pas développer là. Ils sont totalement fournis dès la naissance. Et non seulement ça, mais un autre truc que je trouve assez fascinant, c'est que notre ADN consacre 3% de ces informations au codage de ces récepteurs olfactifs. Ah oui, c'est énorme. Et ça, c'est un truc qui est absolument gigantesque parce que ça en fait, je crois, le deuxième poste le plus important après notre système immunitaire. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que du point de vue de notre ADN, cette répartition de nos récepteurs olfactifs, elle est aussi importante que notre capacité à nous protéger des maladies. C'est gigantesque, c'est vraiment énorme. Et donc, ça nous est donné dès la naissance. Voilà, et il y a une part de hasard, il y a aussi une part culturelle. Tout ça, c'est des choses en fait qu'on sait depuis pas très très longtemps, puisque ça fait seulement une quarantaine d'années qu'on a commencé à comprendre que notre perception des odeurs, elle était justement, elle était liée à ces récepteurs olfactifs. Ça fait une quarantaine d'années qu'on comprend en fait comment tout ça fonctionne. Donc il y a encore beaucoup de parts d'ombre, mais voilà, c'est génétique, Ouais, incroyable. Ça nous amènera à poser des questions sur pourquoi est-ce que c'était si important aussi, pourquoi est-ce que les gènes accordent 3% et que c'est le deuxième poste après le système immunitaire. Je pense que ça en dit long sur la nécessité de développer l'odorat dans notre parcours évolutif. Justement, j'en parle maintenant. Pourquoi les odeurs étaient-elles si importantes
dans notre lignée pour que nos ancêtres, donc sûrement très lointains, peut-être même dans l'eau, aient commencé à former un organe spécifique pour les percevoir. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais, est-ce qu'on sait à quand remontent probablement les premières traces d'un organe olfactif ou équivalent ? Alors, l'odorat, c'est absolument pas une spécificité humaine, effectivement, ni même une spécificité des mammifères, ni même une spécificité animale. En fait, et c'est une des raisons pour lesquelles ce sens me fascine aussi, c'est qu'on peut l'envisager comme un dénominateur commun à toutes les espèces vivantes, puisque toutes les espèces vivantes ont développé une capacité à lire chimiquement leur environnement, c'est-à-dire à l'appréhender en fait par un biais moléculaire. Et justement, notre odorat, on dit qu'il a un sens chimique dans le sens où il s'intéresse à des molécules, contrairement par exemple à la vue ou l'ouïe qui vont s'intéresser à des ondes. Donc quand on l'envisage comme ça, quand on se dit que notre odorat c'est un sens chimique, bah, finalement c'est un sens qui va constituer un point commun entre nous et toutes les autres espèces vivantes, les micro-organismes, les grands mammifères, les insectes, les plantes, les oiseaux, les champignons, enfin vraiment absolument tout, ce qui est quand même assez fabuleux quoi. Toutes les espèces vivantes sont équipées de récepteurs qui leur permettent de capter des molécules qui sont portées par le milieu ambiant, que ce soit l'air ou l'eau d'ailleurs, pour revenir à ta question, puisque les poissons aussi, ils sentent, entre guillemets. Et ces molécules qui se baladent, elles proviennent principalement d'autres êtres vivants, puisque toutes les espèces aussi, elles métabolisent des molécules odorantes, donc elles en fabriquent et elles en relâchent dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Tu vois, nous là, on est en train de relâcher des molécules odorantes dans l'atmosphère. Donc le monde, en fait, il fourmille d'informations odorantes, et chaque espèce, grâce à son sens chimique, décrypte ce brouhaha olfactif pour survivre, en fait. Donc trouver de la nourriture, trouver des partenaires sexuels, s'orienter, repérer les dangers, même communiquer. Donc nous, notre sens chimique, c'est cet odorat et ce nez qui fait qu'on perçoit des odeurs, comme on l'a dit juste avant, mais ça peut être d'autres choses. Certains insectes vont avoir des antennes, les poissons, ils ont cette rosette olfactive à l'avant de la tête, les plantes, ils ont des récepteurs sur chacune de leurs cellules, et bien sûr, le traitement de l'information d'une espèce à l'autre va varier de manière considérable. Il y a une différence gigantesque entre nous, les humains, chez qui les odeurs, on y reviendra, je crois, vont être liées de manière très forte à la mémoire et aux émotions. Nous qui, par ailleurs, avons inventé un art des odeurs qui est le parfum, on a quand même poussé le délire assez loin. Et puis de l'autre côté, une bactérie comme E. coli, qui est un organisme unicellulaire, qui est pourtant elle aussi capable de lire chimiquement son environnement, mais chez qui il n'y a pas de cerveau pour traiter les informations comme nous on le fait. En l'occurrence, E. coli, elle a des récepteurs au niveau de sa membrane, grâce auxquels elle peut par exemple détecter une source de nourriture, et quand c'est le cas, ça va activer automatiquement ses flagelles en direction de la source. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment beaucoup plus basique. Mais voilà, l'importance de lire chimiquement notre environnement, elle est vieille comme le monde et elle est commune à absolument toutes les espèces sur Terre. Ouais, bah voilà, ça nous fait un beau point d'entrée là dans le sujet qui est quand même... c'est beau quand même. C'est pour ça qu'on est là en train d'en parler et que ça en a fait son métier, je pense aussi. Mais... cependant, on est quand même bien loin de capter toutes les odeurs, nous, en tant qu'humains. Quels autres animaux ou insectes ont un odorat peut-être plus puissant, si on devait vraiment se baser sur une échelle de grandeur, on va dire, plus puissant que le nôtre, et à quoi cela leur sert-il ? Alors, c'est vrai que chaque espèce, tu disais, on ne capte pas toutes les odeurs du monde, et c'est heureusement, en fait, parce que sinon on serait complètement débordé. Chaque espèce, elle est équipée pour capter les odeurs qui sont intéressantes pour elle, c'est-à-dire en fait utiles pour sa survie. Donc sur les 1000 milliards d'espèces estimées sur la Terre, qui sont pour la plupart des micro-organismes, chacune ne perçoit qu'une partie du gigantesque fourmillement d'informations odorantes qui se joue partout et à chaque instant. Moi, je me suis toujours un peu représenté ça, pour revenir à la métaphore de la vision de tout à l'heure, je me suis toujours représenté un peu ça comme cette histoire de spectre lumineux, tu sais. On sait que nous, les humains, on perçoit qu'une partie de ce spectre, celle qui va du rouge au violet, mais on sait aussi que d'autres espèces vont percevoir dans les infrarouges et dans les ultraviolets, donc elles voient des couleurs que nous, on n'est pas équipés pour percevoir. Moi, ça, c'est un truc qui ça me retourne le cerveau quand j'y pense. Alors nous, en matière d'équipement olfactif, on a, comme je te disais tout à l'heure, environ 400 types de récepteurs olfactifs, comparé à, par exemple, un éléphant qui est probablement le meilleur senteur de tout le règne animal, qui a 1200 types de récepteurs olfactifs. Alors, à quoi ressemblent les odeurs que lui, il est équipé pour percevoir et nous non ? C'est un truc qui me fascine.
Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la puissance et la complexité de l'odorat, c'est quand même grosso modo toujours un peu les mêmes fonctions. C'est-à-dire que quelle que soit l'espèce dont on parle, c'est un sens dont l'intérêt est de nous permettre d'adapter notre comportement à notre environnement. Ouais. Oui, finalement, nous sommes la seule espèce à en avoir fait quelque chose d'ornemental et de superficiel, au sens où il n'y a pas d'usage plus lointain que simplement sentir bon, ou s'il y a quand même un côté attractif, un petit côté aussi séducteur, hein, dans le fait de porter des parfums. Mais je pense pas que les autres espèces se pardent volontairement d'odeurs pour attirer d'autres... non. Sauf peut-être les fleurs. Ah oui, les fleurs, bah sauf oui. les fleurs, et puis je pense qu'il doit y avoir d'autres exceptions, mais c'est vrai que nous, finalement, mais parce qu'on a aussi développé à côté de ça d'autres... tu vois, quand tu penses que les odeurs dans le vivant, c'est avant tout un moyen de communication, nous, il se trouve qu'on a développé le langage, donc ça nous rend quand même pas mal service, il faut dire. Et puis ça s'est démontré assez efficace aussi pour communiquer entre nous, mais peut-être que ça nous prive aussi d'une capacité à communiquer avec d'autres espèces, justement, que les êtres humains. Ah, c'est intéressant de comparer ça au langage, c'est clair que c'est tout à fait ça, hein. Tu as dit que tout le règne vivant était capable de capter les odeurs. Et est-ce qu'il y a quand même des espèces qui s'affichent en contre-exemple et qui n'ont pas du tout d'odorat ? Alors j'ai fait quelques petites recherches pour te répondre, parce que spontanément j'avais envie de te répondre non. Mais je sais que certains mammifères marins, dont les dauphins, ont un odorat assez pauvre. Ça ne veut pas dire du tout absence d'odorat, ça veut dire odorat assez pauvre. Dans le cas des dauphins, c'est compensé par leur système d'écholocation, le sonar, qui leur permet de localiser les proies et les obstacles. Et donc moi, là c'est vraiment une interprétation que je fais, mais j'ai le sentiment que quand on développe finalement d'autres systèmes, tu vois, on parlait du langage juste maintenant, quand on développe des systèmes, des alternatives en fait à l'odorat, peut-être que c'est ça qui fait décliner notre odorat. Mais en tout cas, on est tous à la base faits pour sentir et pour pouvoir sentir. Donc non, il n'y a pas d'animaux anosmiques. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça montre aussi que... J'avais écrit une newsletter sur ça, sur les sens animaux qui étaient bien plus élevés que les nôtres. Et en fait, c'est vrai que tu te rends compte qu'un animal va être peut-être le meilleur pour le sens tactile, mais par contre, il aura d'autres sens qui seront complètement atrophiés ou qui n'existeraient pas, tu vois. Et ça nous montre qu'on ne peut pas exceller, enfin en tout cas on ne peut pas percevoir de manière aussi élevée sur tous les sens. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce qu'on peut en tirer comme conclusion. C'est vrai qu'il y a une déperdition d'énergie en fait, tout simplement. Si tu arrives à survivre en exploitant un ou deux sens, je pense que les autres assez naturellement en fait régressent, tout simplement parce que ça demanderait en fait un effort... ça demanderait une dépense d'énergie considérable en fait d'être excellent sur tous les plans sensoriels. À retenir cette information. On l'aura compris, l'odorat est un sens archaïque, très ancien, mais c'est aussi le sens souverain des souvenirs et des émotions. Par hasard, une brise parfumée vient à votre nez alors que vous déambulez dans une ruelle. Tandis que les aires de votre cerveau dédiées au langage sont encore en pleine recherche du nom de cette odeur que vous humez, votre système limbique vous a déjà envoyé des images du souvenir et l'émotion qui sont associées à cette même odeur. Le film se tourne à nouveau dans votre tête et c'est une expérience sensorielle totale que vous revivez virtuellement. Vous êtes en mesure de décrire ce que vous faisiez, qui était là, où vous étiez, les couleurs, les sons, vos sensations, en plus de cette fameuse odeur qui relie tous ces éléments. Puis, le nom ou la source de cette odeur vous sont éventuellement transmises, tel un wagon qui a pris du retard. C'est ce phénomène que décrit Proust dans À la recherche du temps perdu avec sa célèbre Madeleine. Les odeurs sont des véhicules directs vers les bribes les plus intenses de votre passé. Des catalyseurs à émotions, intuitifs, instinctifs. Je glisse ici que c'est un texte que j'ai écrit pour le site de mon frère qui fait de la parfumerie 100% naturelle, 100% sans synthèse. Ça s'appelle Maison Blanc. C'est une petite anecdote supplémentaire qui montre que l'odorat est assez important dans ma famille. Donc j'ai bien voulu vous le citer parce que cette histoire de souvenirs, d'émotions est vraiment au cœur de ce sens-là. Donc c'était important de pouvoir... vous figurez un petit peu ce que ça crée en nous.
Pour en revenir à la mémoire et aux émotions, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cet accès si privilégié ? Avec plaisir, et d'abord je voudrais dire que le texte que tu as lu et que tu as écrit le raconte très très bien, en fait, ce décalage entre le souvenir et l'émotion qui vont être immédiats, et le langage, les choses plus... les fonctions cognitives en fait, qui vont s'activer dans un deuxième temps, c'est très vrai. Et ça illustre effectivement la grande particularité de notre odorat qui est cet accès unique à la mémoire et aux émotions. Et ça provient de quelque chose de très concret que je vais essayer de t'expliquer, d'observable presque, qui est le trajet qu'empruntent les odeurs via notre nez et jusqu'à notre cerveau. C'est un trajet qui leur est propre et qui est un peu à rebours de celui qu'empruntent les autres stimuli sensoriels comme les images ou les sons, puisqu'ils vont d'abord transiter par une partie inconsciente du cerveau pour ensuite arriver à la conscience, et c'est un peu l'inverse pour les autres. En fait, quand nos récepteurs olfactifs détectent une molécule odorante, l'information elle va être automatiquement prise en charge par plusieurs zones du cerveau, dont l'amygdale, qui est le carrefour de la peur et des émotions, et le cortex entorhinal, qui est en liaison directe avec l'hippocampe, qui joue un rôle central dans l'encodage et le rappel des souvenirs. Et ces deux zones, en fait, l'amygdale et l'hippocampe, elles vont s'activer et échanger des informations entre elles. À chaque odeur qu'on sent, elles se mettent à discuter en gros. Et l'enjeu pour elles, c'est de déterminer si l'odeur, elle est déjà connue de nous ou pas, et si oui, quels souvenirs et quelles émotions lui sont rattachés. Et tout ça, donc, comme je te disais, ça se passe dans une zone de notre cerveau où l'activité n'est pas toujours consciente, loin de là même, qui s'appelle le cerveau limbique. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe à cet endroit-là, et on ne le contrôle pas. Ça se fait en quelque sorte malgré nous. Et c'est donc seulement dans un deuxième temps, alors un temps très court, une fraction de seconde, mais dans un deuxième temps quand même, que l'odeur elle est transmise à notre cerveau conscient, en l'occurrence le cortex orbitofrontal qui est situé entre les deux yeux, et qui va relier les sensations aux fonctions cognitives, et notamment le langage, les capacités de jugement et la prise de décision. Mais donc ce qu'il faut se dire, c'est que quand l'odeur elle arrive à ce niveau-là, elle n'arrive pas les mains vides. Comme tu le soulignais très justement, elle a déjà en fait avec elle l'éventuel petit bagage de souvenirs qu'elle a exhumé dans la première partie du voyage. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Ce trajet d'une odeur vers le cerveau conscient, en fait, il est vraiment loin d'être systématique. C'est même un peu l'exception. La majorité des odeurs qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, elles vont justement rester dans cette partie limbique, c'est un peu les limbes de notre conscience, si tu veux. Enfin, c'est une zone un peu grise, quoi. Mais les odeurs qui remontent et qu'on va vraiment conscientiser, ce sont soit des odeurs qui ont titillé quelque chose, un souvenir, une émotion, ou en tout cas une information que notre cerveau a jugée suffisamment importante pour la transmettre à la tour de contrôle, entre guillemets, qui est ce cortex orbitofrontal. Soit ce sont les odeurs qu'on a voulu sentir, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On peut diriger notre attention vers notre nez, et quand on le fait, on va se brancher en quelque sorte sur ce canal d'information continue qui nous arrive en permanence. Voilà, fin de la parenthèse. Pour reprendre ce trajet de l'odeur, je voulais peut-être, pour rendre les choses un peu plus concrètes, te proposer de reprendre ton exemple. Tu te balades dans une ruelle et tout d'un coup, une brise parfumée vient te chatouiller le nez. Bon, supposons que ce sont des molécules odorantes qui s'échappent d'une boulangerie, par exemple. Complètement. Donc tes neurones vont les prendre en charge et les transmettre à ton cortex olfactif. Il y a une zone dans notre cerveau qui s'appelle le cortex piriforme, qui va synthétiser toutes ces molécules odorantes différentes pour créer ce percept unifié d'odeur de croissant chaud, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme ça que ça se passe avec cette perception combinatoire. Et dans le même temps, comme on l'a dit aussi, l'amygdale et l'hippocampe vont s'activer pour retrouver des souvenirs liés à cette odeur. Et disons par exemple qu'ils vont retrouver des souvenirs du petit déjeuner le dimanche où ton père se levait avant tout le monde pour aller chercher des croissants. Donc ils vont trouver des images de ta famille attablée, des émotions positives, de la joie, de la rassurance. Et puis peut-être, comme tu l'as souligné, des espèces de bribes d'informations un peu incongrues. Je sais pas, la couleur d'une nappe, la musique que vous écoutiez. Parce qu'en fait, notre odorat, effectivement, fonctionne aussi comme ça. Le cerveau a tendance à aller chercher le maximum d'informations connexes, en fait, autour d'une odeur. Après ça, tu as l'odeur de viennoiserie qui va être transmise à ton cortex donc orbitofrontal. Et avant même que tu aies mis un mot sur l'odeur, avant même que tu aies pris conscience que tu sens quelque chose, tu vas te dire il y a quelque chose qui sent bon. Et éventuellement, si ton cerveau poursuit le boulot, tu vas pouvoir déterminer que c'est une odeur de croissant, que tu passes à côté d'une boulangerie, etc. Mais maintenant, imaginons que tu as vécu un épisode négatif, voire traumatisant dans une boulangerie, ça peut arriver. Et que tu as associé sans le vouloir et peut-être même sans le savoir l'odeur des croissants chauds à une émotion négative. Et bien, le jour où tu vas croiser par hasard cette odeur dans la rue,
non seulement tu vas pas te dire que ça sent bon, puisque Ouais. très logiquement c'est une odeur que t'aimes pas, mais tu vas même être mis en alerte. C'est-à-dire que ton système olfactif va se dépêcher de faire remonter l'information à ta conscience, de sorte que l'odeur va te sauter au nez, Ouais. si on peut dire. Et dans le même temps, tu vas avoir des émotions de peur, voire de terreur, qui vont remonter parce que tu les as associées à cette odeur. Alors, ton cortex conscient, il peut ensuite modérer tout ça, c'est-à-dire te dire, t'inquiète pas, c'est juste une boulangerie. Ouais. Mais ça n'empêche que ton nez, son premier rôle, c'est ça en fait. C'est d'analyser en permanence les odeurs de ton environnement et de déterminer si elles appellent une réponse particulière de ta part sur la base de tes expériences passées. Ouais. Et en fait, je trouve que quand on comprend ce mécanisme, cette intrication physique et même un peu cette convergence d'intérêt en fait entre l'odorat et le souvenir, bah, on comprend tout de suite beaucoup mieux le phénomène dont tu parlais tout à l'heure, la Madeleine de Proust, et comment cette simple petite bouchée de gâteau a pu raviver tout ça dans la mémoire de Marcel, quoi. Ouais, complètement. Et est-ce que, là c'est une question que je rajoute, le fait d'être éloigné pendant un moment de cette odeur, d'ailleurs tu vas me parler de ta petite anecdote, toi qui mets des parfums à chaque fois que tu vas quelque part pendant une durée pour... Enfin, je veux dire, tu ne mets pas ton parfum toute l'année, tu vas le garder une certaine période et ensuite passer à autre chose. Est-ce que le fait justement d'être privé par exemple de cette odeur de pain, de viennoiserie, qu'elle soit positive ou négative pour nous, fait qu'on va d'autant plus la ressentir et la capter dans le temps que si on y était habitué au quotidien? Alors effectivement, pour les odeurs qui nous sont familières, les émotions qui leur sont associées, elles peuvent un peu se diluer. C'est vrai que si tu vis un truc terrible dans une boulangerie, mais que tous les jours, bon, ce serait terrible comme situation, que tous les jours tu passes devant cette boulangerie, peut-être que finalement, enfin c'est pas peut-être d'ailleurs, ça effacerait le souvenir. Ça reconfigurerait en tout cas, ça diluerait encore une fois cet épisode traumatique. Mais le temps n'a pas beaucoup de prise là-dessus et c'est ça qui est assez fabuleux aussi. On dit souvent que la mémoire olfactive c'est la plus puissante, la plus tenace, etc. Et c'est vrai que c'est un peu incroyable de se rendre compte qu'il peut se passer parfois 50 ans, 60 ans, ou même plus. Et une odeur que tu as connue dans le passé va réveiller le truc, mais de manière intacte, quoi. Donc oui, en tout cas, pour répondre à ta question, quand une odeur est vraiment associée à un contexte bien particulier, je pense que ça lui donne une force supplémentaire. Une odeur du quotidien, forcément, elle est un petit peu moins associée à des choses de manière très forte. Ouais, c'est sûr. Et ton expérience, tu peux nous en parler justement, de choisir de mettre des parfums pendant une courte durée, justement pour imprégner le souvenir? Alors c'est vrai que j'ai pris cette petite habitude, mais je suis loin d'être la seule. Quand je pars en voyage ou que ou pour des journées ou des périodes un peu particulières de ma vie, j'aime bien me choisir un parfum que j'ai jamais porté. Je le porte pendant cette période-là et puis ensuite je m'interdis de le reporter parce que comme ça je sais que les souvenirs de cette période vont être à tout jamais en fait gravés dans cette odeur. Et je dis que je suis pas la seule à faire ça, j'ai même rien inventé parce que j'ai découvert pendant que je faisais mes recherches pour écrire mon livre que Andy Warhol, lui il avait carrément érigé ça en mode de vie, c'est-à-dire qu'il changeait de parfum tous les 3 mois, quoi qu'il arrive. Et dès qu'il avait terminé de porter un parfum, ce parfum-là, il ne le portait plus et ça rejoignait ce qu'il appelait sa bibliothèque d'odeurs. Et ça lui permettait du coup d'aller se dire, tiens, j'ai envie de me replonger dans le deuxième trimestre de 1969, je veux dire n'importe quoi. Et c'est effectivement contenu dans un flacon. Et ça, je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience-là. Quand tu ressens un parfum que tu portais adolescente, par exemple. Enfin, tu vois, moi, dans Envy de Gucci, j'ai littéralement toute ma 4e. Enfin, je vois les couloirs de mon collège. Je repense à comme ça plein de petites informations, comme on disait tout à l'heure, qui se sont incrustées en fait dans cette odeur. Donc, on peut tous tirer avantage finalement de cette mémoire olfactive. Pour, moi, dans mon cas, c'est un peu une manière de me trouver des aides-mémoires, quoi. Parce que par ailleurs, j'ai pas une mémoire de dingue. Donc, le parfum et les odeurs m'aident aussi à me rappeler. C'est génial en fait. Je trouve que c'est une belle, une magnifique alternative aux albums photos qui ne génèrent pas autant d'affect en fait, finalement, que sentir une odeur qui nous plonge dans un souvenir heureux et lointain. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire et je trouve que l'analogie est très bonne parce que c'est une réflexion que j'ai souvent eue parce que par ailleurs je fais beaucoup de photos et c'est une autre de mes grandes passions et quand je pars en voyage évidemment je prends aussi des photos mais je me faisais la réflexion que finalement la photographie permet de capter des choses extérieures et objectives entre guillemets, tu vois, des paysages, des gens, des moments. Alors que le parfum, ce qui va se graver dans un parfum, déjà,
tu as beaucoup moins de contrôle sur ce que ça va cadrer. Tu peux pas prévoir en fait ce qui va être mémorisé. Et ça permet aussi de capter des choses qui sont impossibles à capter en photo, comme nos paysages intérieurs. Enfin, c'est un peu pompeux de dire ça comme ça, mais en fait, c'est aussi des émotions, c'est aussi des états d'esprit, une manière d'être, en fait, qui va venir se mettre dans ce parfum que tu portes uniquement pendant une période donnée. Là où la photo, encore une fois, ça capture des choses qui sont beaucoup plus objectives, j'ai envie de dire. Ouais, aussi extérieur aussi à soi, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, l'odorat est un sens chimique et c'est aussi un sens très intime qui rentre en nous, donc forcément ça atteint des couches beaucoup plus intimes qu'une simple photographie, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, je suis complètement d'accord. Nous avons un autre sens chimique aussi qui fonctionne sur une sorte de symbiose ou en tout cas d'association de deux sens, c'est le goût. Parce que le goût repose, tu vas nous l'expliquer plus en détail, mais il repose à la fois sur les papilles gustatives qui se trouvent sur la langue et également sur l'odorat par la rétro-olfaction qui rajoute toute une strate justement d'odeurs qui vont créer, goût plus odeur, vont créer des saveurs. Alors effectivement, ce qu'on appelle goût dans la vie de tous les jours, c'est un abus de langage parce que le goût... au sens scientifique du terme, c'est les 5 saveurs. Exactement. Donc ça, sucré, salé, acide, amer et umami. Le reste, ce sont en réalité des odeurs. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que quand on mange avec le nez très bouché ou qu'on a eu un épisode d'anosmie pendant le Covid, la bouffe, c'est du carton et le café, c'est de l'eau chaude. Donc en fait, vraiment, quand on n'a pas de nez, quand on n'a pas d'odorat, on perd, alors c'est généralement le chiffre qu'on donne, 80% de l'expérience de ce qu'on appelle le goût. En fait, les choses qu'on a dans la bouche, que ce soit de la nourriture, des boissons, elles atteignent aussi nos récepteurs olfactifs. Simplement, elles ne passent pas par la voie orthonasale qui est les narines, elles passent par la voie rétronasale qui est située à l'arrière de la gorge et qui constitue une sorte de tunnel que vont emprunter ces molécules odorantes, mais pour atterrir exactement au même endroit que les odeurs qu'on sent par le nez. Ça atterrit dans tous les cas dans cet épithélium olfactif, sur ces récepteurs olfactifs dont on parlait au tout début. Donc effectivement, l'expérience du goût, encore une fois dans son acceptation commune, c'est en grande partie de l'odorat. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure des saveurs, effectivement les 5 saveurs. En fait, dans le goût, on peut aussi ajouter toutes les perceptions du nerf trijumeau, qui est un nerf qui innerve à peu près tout le visage et qui, en l'occurrence, nous permet notamment de ressentir le chaud et le froid, le piquant, le pétillant, toutes ces choses-là, ça passe par le nerf trijumeau. Donc une expérience d'un aliment en bouche, ça va être un mélange de saveurs, d'odeurs, de sensations trigéminales. Et puis après, à ça, on pourrait aussi ajouter les textures, aussi, même les bruits, la vue, tout un tas de choses. Mais voilà, effectivement, et c'est pour ça que souvent la Madeleine de Proust suscite cette question-là, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de mémoire olfactive alors que c'est quelque chose qui mange ? Et parce que tout simplement, la Madeleine de Proust, Marcel, il l'aperçoit avant tout par son odorat. Oui, bien sûr, c'est ça. Et ce que je trouve fascinant avec le sens du goût, c'est que justement, il rajoute une autre dimension parce qu'il y a aussi les éléments dont nous avons besoin, les nutriments dont nous avons besoin qui se retrouvent à l'intérieur et qui donnent aussi les goûts sucrés et ce côté savoureux, tu vois, de ce qu'on consomme, qui manque peut-être, enfin qui est absent de ce qu'on sent. Parce que le fait de sentir... ne nous nourrit pas directement, donc je trouve que c'est aussi fascinant avec le sens du goût. Je sais pas ce que tu penses de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, et en t'écoutant j'étais en train de penser à la tendance des parfums sucrés ou gourmands, tu sais, et c'est marrant parce que finalement une odeur, effectivement, elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais c'est par association d'idées. Quand on sent une odeur je sais pas, de framboise ou de chocolat qui est suffisamment réaliste, on peut avoir parfois l'impression que notre cerveau va presque compléter l'information en nous faisant percevoir un peu du sucre en bouche. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez marrant. Ouais, c'est dingue. Tu as dit quelque part dans ton livre qu'on était finalement contraint à sentir, puisqu'on est obligé de respirer. Et respirer, c'est quelque part se laisser pénétrer par le monde extérieur. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Ça nous montre que sentir est donc aussi une expérience qui touche à l'intime, puisqu'on fait rentrer l'extérieur en nous. Donc c'est quand même pas anodin. J'imagine que dans notre lointain passé, c'était certainement vital et normal de renifler à plein poumon. Et aujourd'hui, on a tendance à se boucher le nez.
Qu'est-ce que ça raconte de l'évolution de notre rapport au monde, selon toi ? Alors ça raconte plein de choses évidemment. La première étant peut-être que l'odorat est quand même beaucoup moins crucial pour notre survie qu'il a pu l'être par le passé. On vit aujourd'hui dans un monde où trouver de la nourriture, trouver un abri pour la nuit, se défendre des prédateurs, tout ça c'est quand même des préoccupations qui sont beaucoup moins importantes qu'elles ont pu l'être pour nos ancêtres. Mais sur un plan plus philosophique, moi j'ai du mal à pas voir dans ce rejet de l'odorat un rejet de tout ce qui représente aussi, à savoir un sens qui échappe un peu à notre contrôle, puisque comme on l'a dit juste avant, notre odorat il fait un peu sa vie, en tout cas il transite d'abord par des zones inconscientes de notre cerveau et donc on maîtrise pas totalement en fait son activité. À savoir aussi un sens qui nous renvoie de manière parfois viscérale à nos émotions ou à des souvenirs qui sont pas toujours très compatibles avec cette illusion de contrôle à laquelle on est quand même beaucoup à s'accrocher. Et puis un sens aussi qui, comme on l'a dit, nous relie à l'ensemble du vivant. C'est un sens chimique qu'on partage avec toutes les espèces qui vivent sur cette terre avec nous. C'est un sens qui, quand on commence à s'y intéresser, nous invite à nous poser des questions d'écologie. Écologie au sens des relations entre toutes les espèces vivantes, parce que en fait, une odeur, c'est toujours un témoignage de la vie avec un grand V, en fait, qui est à l'œuvre. Que ce soit, comme on disait tout à l'heure, le parfum des fleurs, qui a pour mission d'attirer les insectes pollinisateurs, ou bien le pétrichor, tu sais, cette odeur de terre après la pluie, qui nous rappelle que en fait, dans le sol qui est sous nos pieds, il y a des millions et des milliards de micro-organismes sans lesquels en fait, on n'existerait pas. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, je pense, auxquelles notre odorat nous renvoie de manière plus ou moins consciente. Et je trouve que, tu vois, à l'heure de l'Anthropocène, je trouve ça très parlant, en fait, qu'on soit si peu connecté à notre odorat. C'est comme si on avait coupé le fil qui nous reliait physiquement par des molécules, mais aussi symboliquement à ce grand tout qu'on est en train de flinguer, quoi. Oui, à ce passé très 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 lointain, comme on l'a évoqué, et à notre actualité. Et puis oui, c'est marrant que tu parles de contrôle. Enfin, je trouve ça très pertinent parce qu'effectivement, on est dans une société, une période de notre histoire qui est dans l'over-control. Et on a tendance à vouloir refouler aussi certaines choses. Et ce que tu cites avec l'odorat, c'est que comme on n'a pas le contrôle dessus, on préfère essayer de sélectionner ce qu'on va sentir. Et être dans l'ultra-hygiénisme aussi, trop d'hygiénisme, donc trop de propreté. Et c'est je trouve que quelque chose qui est assez fascinant, enfin de mon point de vue en tout cas, parce que tu vois, quand je parle de mon métier, quand je parle d'odorat, bien souvent les gens, c'est pas trop forcément leur sujet de préoccupation principale, mais par contre ils sont souvent très enclins à me dire ah oui, l'odorat c'est quand même vraiment un sens merveilleux, les souvenirs, les émotions, ils savent toutes ces choses-là et pour autant ils y prêtent pas plus attention que ça. Et ça m'a toujours paru un peu paradoxal. Tu vois, on reconnaît que l'odorat a des pouvoirs incroyables. Et en même temps, on fait comme si c'était pas là. Je trouve ça étrange. Parce qu'ils considèrent que c'est secondaire, qu'aujourd'hui c'est pas forcément utile, que peut-être ça leur fait peur aussi un peu. Alors, peur, pas, ça les terrifie, mais tu vois, je crois vraiment à ça, à ce qu'on disait sur cette histoire de contrôle. L'odorat, c'est un sens qui court-circuite notre fonctionnement un peu traditionnel, et ça je pense que pour beaucoup de gens c'est plutôt un handicap qu'autre chose, quoi. Moi je trouve que c'est merveilleux et à mon avis c'est là où il y a une poésie gigantesque dans l'odorat, mais je suis pas sûre qu'on le voit tous de cette manière là. Mais c'est vrai qu'on est quand même, en tant qu'humain, on a quand même accès à 5 sens, voire peut-être même sûrement plus, qui sont répartis assez également, c'est-à-dire qu'ils sont quand même on est quand même doté de sens tout à fait compétent, j'ai envie de dire. Et par contre, aujourd'hui, voilà, notre époque, il y a quand même une prédominance de l'usage de la vue au détriment des autres. Tu vois, l'ouïe, c'est pareil, hein, les gens ont aussi... il y a aussi beaucoup de pollution sonore, mais on ne reconnaît pas les chants d'oiseaux, on a du mal à prêter attention à ce qui est peut-être imperceptible ou très légèrement perceptible au son. On met le son très fort au contraire pour écouter des chansons, donc forcément on se casse aussi notre capital auditif. Pour ce qui est du goût, on a tendance à s'habituer à l'ultra-industriel qui va saturer en sel, en sucre, en glutamate, en matière particulièrement
savoureuse pour le commun des mortels, mais qui a en fait réduit la palette de ce qu'on peut percevoir, comme on vient de le dire, quand on mélange vraiment l'odorat, les arômes et les saveurs ensemble. Donc tu vois, je pense qu'on est dans une période aussi où on a érigé certains sens en roi, la vue notamment, avec les écrans aussi, et les autres sont complètement passés à la trappe. Bah, c'est vrai, alors la vue, ça date pas d'hier, hein. Probablement que ça date à peu près de l'époque où on est devenu bipède, parce que quand même ça nous a conféré un avantage considérable en fait sur les autres animaux, de pouvoir se dresser comme ça sur deux pattes et d'avoir une vue qui balaye le monde à peu près 1m70. Ça nous a vraiment rendu des grands services, et je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Mais le fait est que on estime aujourd'hui que 80% de ce qu'on sait du monde passe par la vue. Et c'est vrai que ça prend à peu près toute la place. D'ailleurs, quand on veut écouter de la musique, quand on veut déguster, souvent on ferme les yeux parce que il faut physiquement faire barrage en fait à ce flot d'informations visuelles. Donc on est une espèce visuelle. C'est encore une fois, c'est pas un phénomène récent, mais à mon avis, c'est exacerbé effectivement, comme tu le disais, par les écrans. Enfin, on est vraiment constamment sollicité par le biais de la vue. Et tout ce qui est un peu considéré comme des signaux faibles, genre odeur ou son, hors gros parfum, grosse musique, on a tendance un petit peu à pas trop y faire attention. Et je te rejoins aussi sur le fait que la bouffe hyper industrielle, hyper transformée, les parfums d'aujourd'hui qui, sans vouloir faire ma vieille bique, sentent quand même vraiment beaucoup trop fort. C'est l'équivalent de la bouffe industrielle. Complètement. Et ça rehausse en fait nos seuils de perception en permanence. Et moi, ça, c'est un des reproches que je fais aux parfums d'aujourd'hui, au-delà du fait que, à titre personnel, je trouve qu'ils puent, mais ça, c'est très subjectif. J'ai un vrai problème avec le fait qu'on habitue les gens à ne sentir que des odeurs qui hurlent. En fait, effectivement, quand tu portes un parfum qui tabasse, comme on en sent partout dans la rue, comment tu veux, en fait, après, percevoir les mais ne serait-ce que percevoir le monde qui t'entoure. Déjà, quand tu portes un parfum très fort toi-même, tu te coupes de ton physiquement des odeurs de ton environnement. Mais tu t'habitues aussi finalement à ne pouvoir être ne pouvoir t'intéresser qu'à des odeurs qui sont très très fortes, et ça c'est pour moi c'est un vrai problème. Ça agit comme un leurre, comme quelque chose qui prive aussi de la vérité, de l'instant, de ton état actuel, ta santé, enfin voilà, il y a tellement de sujets corrélés avec l'odorat finalement, c'est très vaste. Et je pense pas qu'on pourrait tout évoquer dans cet épisode d'ailleurs. Non, il nous en faudrait 1000. Ah oui, il faudrait prendre des axes très précis pour explorer. Pourquoi ce sens ancien et puissant est pourtant si mal aimé ou sous-exploité aujourd'hui ? C'est la suite logique d'une longue entreprise de dénigrement, puisque l'odorat, c'est un sens qui est assez mal considéré dans nos sociétés occidentales, et ça fait un bon moment que c'est le cas. C'est pas propre à notre société contemporaine. En fait, depuis l'Antiquité, les rares penseurs qui ont daigné s'intéresser à lui, la plupart du temps, ils ont véhiculé l'idée que l'odorat, c'était un sens secondaire, mineur, animal, en fait, dans le sens péjoratif du terme. Aristote, par exemple, il jugeait que l'odorat était, je cite, un sens nettement inférieur aux autres. Ah oui, d'accord. Et Kant, lui, il estimait que l'odorat était contraire à la sociabilité et même à la liberté, puisque sentir, comme tu l'as rappelé, c'est le corollaire de respirer. Et donc à partir du moment où on veut vivre, on n'a pas d'autre choix que de faire rentrer en nous des molécules étrangères à notre corps, ce qui est un peu gênant pour lui. Et puis plus tard, il y a eu Freud aussi, qui lui a carrément considéré que nos sociétés n'avaient pu se développer que grâce à l'effacement de l'odorat. Ah oui. Donc pour lui, en gros, nos ancêtres lointains, enfin ceux qui marchaient à quatre pattes, le nez tout près du sol, ils s'étaient tellement préoccupés de trouver des partenaires sexuels qu'ils avaient un peu zappé de fonder une civilisation. Oh là là. Et une fois, c'est vraisemblablement ce qu'ils pensaient dans Malaise dans la civilisation. Et une fois devenus bipèdes, les humains auraient pu s'atteler à des tâches un peu plus dignes, puisque l'odorat justement avait laissé sa place au sens plus noble qui était la vue et l'ouïe. Bon, alors après, évidemment, il y a des penseurs aussi qui ont loué l'odorat. Il y a eu Nietzsche qui disait que tout son génie était dans ses narines. Il y a eu Condillac, mais globalement, ils sont quand même beaucoup plus rares. Et dans l'ensemble, on peut dire que l'odorat, c'est un sens qui est au mieux négligé et au pire méprisé. Et nous, forcément, on est les héritiers de tout ça, en fait. On a intégré ces préjugés et on les perpétue, à mon avis, d'autant plus naturellement qu'on n'a pas conscience qu'ils existent. Ça paraît assez normal, en fait, dans notre monde, d'en avoir pas grand-chose à secouer des odeurs. Moi, je vois bien, quand je parle de mon métier et du sujet qui m'intéresse,
Souvent, les gens sont assez surpris qu'il existe des gens comme moi pour écrire ces trucs-là. Et je pense qu'ils sont aussi un peu surpris de se dire qu'il y a des gens pour les lire. Ouais. On part un peu du postulat que l'odorat n'intéresse pas grand monde. Ouais. Donc voilà, ça sort pas de nulle part. Et moi, de comprendre tout ça, de retracer tout ça, grâce à notamment le bouquin d'Annick Le Guerrer, Les pouvoirs de l'odeur, qui a vraiment été très important pour moi. Une anthropologue spécialisée. Anthropologue, historienne, spécialiste de l'odorat et des parfums, qui retrace justement cette histoire du dénigrement de l'odorat et qui m'a permis, moi, de comprendre pourquoi est-ce qu'au début de ma carrière, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus sérieusement aux parfums et aux odeurs, j'avais très peur, en fait, du regard des autres. Ah ouais. Je me disais que si j'étais journaliste parfum, je pourrais jamais assumer d'être cette petite meuf qui s'intéresse à des trucs complètement futiles. Et en fait, toutes ces idées-là, alors que moi, c'était vraiment un truc qui m'intéressait depuis l'enfance. Comment est-ce que j'ai pu dénigrer à ce point un truc qui m'intéressait et me passionnait sincèrement ? Ça m'a beaucoup aidé de comprendre, en tout cas, que finalement, on n'est pas... on sort pas de nulle part, quoi. On a une histoire et il y a des idées qui traversent les âges, les générations, même si on n'en a pas conscience, et peut-être surtout si on n'en a pas conscience. Ouais, c'est terrible parce que moi, quand j'étais connue, j'ai dit « Ouah, mais c'est merveilleux ce qu'elle fait !» On n'est vraiment pas tous à la même enseigne à ce niveau-là. Hein. C'est vrai que ça dépend de nos expériences, ça dépend où on a grandi, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue aussi par rapport à l'ouverture des différents sens. Je pense que le fait de grandir en nature, toi, ça n'a pas été ton cas, mais je pense que moi, ça a été mon cas et je pense que c'est ce qui m'a aussi ouvert à cette sensibilité-là d'une manière générale, au sens en général. Et notamment à l'odorat. Mais tu es l'exemple que ce n'est pas l'apanage de la nature, puisque toi, tu as grandi en ville, si j'ai bien... J'ai grandi à Paris, mais j'ai eu une chance qui est d'avoir des parents qui étaient plutôt portés sur les odeurs et le parfum, eux aussi. Ouais. Et en tout cas, certainement pas le cliché des parents qui me tapaient sur les doigts si je respirais mon assiette. Ouais, d'accord. Et ça, c'est hyper important. Enfin, c'est même peut-être la chose... la plus importante, parce que je crois que la plupart des enfants ont une prédisposition naturelle à sentir, tout comme ils ont une prédisposition naturelle à tout, en fait. Mais l'odorat, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, je pense que par la manière que les adultes peuvent avoir soit carrément de le dénigrer, de reprocher aux enfants de s'en servir, soit d'être un peu indifférent. Mais on n'a pas vraiment de modèle quand on est enfant, d'adulte, qui nous montre qu'on peut sentir, qu'on a le droit de sentir, que c'est trop cool de sentir. C'est pas sale. Ouais. Et c'est pour ça, moi, que j'ai eu envie de m'impliquer dans cette association dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Né en Herbe, qui fait de l'éveil olfactif en milieu scolaire, parce que je sais que finalement, même si on n'est pas là pour entraîner les enfants à devenir des parfumeurs, pas du tout, le fait d'avoir un adulte à un moment de ton enfance qui vient te dire « Vas-y, tu peux sentir, c'est autorisé, c'est trop cool », mais en fait, ça peut... faire une différence gigantesque. Ouais, ce qui se passe pendant cette période-là de la vie est vraiment capital pour la suite et il suffit d'une petite rencontre comme ça pour ouvrir la voie à d'autres possibles, quoi. Ouais, exactement. Et les parents ont un rôle aussi hyper important. C'est vraiment les premiers exemples qu'ont les enfants, évidemment. Et je pense que sans en faire des caisses, on peut vraiment tout simplement... inviter l'odorat dans notre vie de tous les jours, en parlant, en l'exerçant de manière visible, pas forcément ostentatoire, mais tu vois, visible, quoi. Juste montrer que ça fait partie de notre vie. Ça, je pense que c'est quelque chose de merveilleux à transmettre aux enfants, ouais. Oui, et que c'est pas bizarre de renifler. Non. Tu sais, ça peut paraître mal poli, je sais pas si on est chez des aristos ou je sais pas quoi, mais de renifler ta bouchée avant de la manger, par exemple, je me dis que ça doit être interdit dans certaines familles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand je le fais... alors, peut-être parce que les gens redoutent beaucoup mon jugement, ça m'embête un peu, mais c'est malheureusement un effet secondaire de mon boulot, c'est que les gens ont peur de ce que je vais penser de leur parfum, de je sais pas quoi. Et quand il m'arrive de sentir un truc avant de le manger, ça m'arrive qu'on me dise... genre t'as pas confiance non, c'est juste instinctif en fait. Enfin ouais, puis juste j'ai envie de savoir ce que je vais manger, mais ça n'a rien à voir avec de la méfiance ou mais c'est souvent perçu comme ça parce qu'effectivement comme personne le fait, c'est ça. On a l'impression que je sais pas, les gens se disent que tu redoutes une intoxication alimentaire ou mais pas du tout. Non, mais j'ai l'image effectivement dans des films, je sais pas où, tu as des gens qui vont renifler avec une grimace et peut-être que ça c'est l'image d'Épinal qu'ont les gens des odeurs ou des gens qui sentent la nourriture, mais c'est vrai que je te rejoins, moi depuis petite je sens tout, je m'en rends même plus compte. J'ai jamais eu trop de personnes qui m'ont dit mais quoi t'as peur de ce que tu vas manger, heureusement, parce que dans ma famille ils sont assez ouverts sur ça, même énormément, mais je vois tout à fait,
C'est dur. C'est dur et pourtant, non seulement c'est un réflexe qui est parfaitement sain et naturel, mais en plus, figure-toi que sentir sa nourriture, ça permet au processus de digestion de commencer à se mettre en place. Donc en fait, en vrai, il y aurait même des arguments santé à le faire, si j'ose dire. Ouais, et tu peux, oui. Donc voilà, il y a vraiment rien de mal à ça et il faut laisser libre cours à nos envies de sentir. Mais tout, ça peut être la bouffe, mais ça peut être d'autres trucs. Tout à l'heure, sur le chemin de l'école, avec ma fille, on est passé devant un chèvrefeuille. Bon, bah, on a pris 10 secondes pour s'arrêter, poser le nez dessus, c'était délicieux. C'est une invitation, quoi. À cette période de l'année, franchement, toutes les odeurs sont en fête et je trouve que ce serait juste dommage de s'en priver, quoi. C'est juste beau, c'est gratuit, c'est là, allons-y, quoi. C'est fait pour. Peut-être pas pour les humains, mais pour les insectes. Elles font ça pour les déjà insectes. Ça. Donc... Mais nous, on peut en profiter. On a les récepteurs qui nous permettent d'en profiter, donc allons-y. Complètement. On vous dit pas d'aller sentir un volet ou une rambarde, même si... pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut tout sentir. Moi, je suis d'accord, mais pour que les gens ne partent pas en courant, commencez par des choses qui ont l'air attractives visuellement déjà, et puis après, vous verrez si vous n'avez pas peur du regard des autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on perd à ne pas se servir pleinement de son odorat ? On perd toute une dimension du monde, parce que les odeurs, elles sont là, que tu le veuilles ou non, et tu les sens, que tu le veuilles ou non, de toute façon. Et puis aussi, on perd, je pense, une part de soi-même, puisque, comme on l'a dit, les odeurs, c'est des portes d'accès vraiment privilégiées à notre propre histoire, à notre sensibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique pour moi, quoi. Donc, on perd un accès au monde, on perd un accès à soi-même. Et quand on ne fait pas gaffe, finalement, quand on conscientise jamais ce qu'on sent, je pense qu'on passe un peu à côté de tout ce qu'elles ont à nous offrir, à commencer par du plaisir, comme on disait, parce que franchement, quel kiff de sentir un truc qui sent bon. Enfin, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est vrai. C'est clair. Tu vois, d'ailleurs, on n'a pas de mal en France à reconnaître que... Enfin, c'est même pas reconnaître, on est un pays de gastronomie, on a du plaisir à manger. Bon, déjà, quand tu comprends que... 80% du plaisir que tu éprouves à table, c'est ton odorat. Déjà, ça remet un peu l'église au milieu du village, mais de la même manière, pourquoi bouder son plaisir de sentir justement un chèvrefeuille ou une rambarde, si ton kiff c'est de sentir des rambardes, mais qui suis-je pour te juger. Donc voilà, déjà beaucoup de plaisir à prendre par le biais du nez, mais aussi des informations, des émotions et des souvenirs comme on l'a dit, et puis des sujets de discussion aussi. Tu vois, bon là évidemment on est un exemple parfait. Et c'est un truc que j'évoque dans mon livre, mais à quel point les odeurs sont des supports merveilleux pour parler de soi, pour découvrir des choses sur les autres, et puis pour éviter tout le small talk, parce que justement, du fait de ces liens avec la mémoire et les émotions, bien souvent, parler d'odeurs, ça amène à parler de choses intimes, personnelles, incarnées, profondes. Donc voilà, je crois que c'est tout ça qu'on perd, en fait, quand on n'est pas pleinement, ou quand on est que mollement investi dans son odorat, je dirais, En fait, j'ai l'impression que les gens se rendent compte à quel point l'odorat est important pour l'odorat en tant que tel et pour le goût quand ils le perdent ou qu'ils ont le nez bouché ou, comme on l'a vécu il y a quelques années, suite au Covid, avec les Covid longs qui avaient pour particularité de créer des anosmies, donc privation de l'odorat. Tu as entendu ces gens-là s'exprimer et dire que c'était terrible. Bien sûr, et c'est terrible, mais je trouve que l'odorat, c'est un sens dont on mesure le mieux l'importance en creux. C'est-à-dire que c'est en le perdant qu'on se dit « Ah ouais, putain, en fait, c'était quand même vraiment vachement bien d'en avoir. » Et à cet égard, le Covid, même si ça a été terrible, ça a été un moment assez bénéfique pour l'odorat, déjà parce qu'on s'est mis à en parler. Moi, dans mon entourage, j'ai jamais autant parlé d'odorat avec les gens que quand ils l'avaient perdu ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui l'avait perdu. Donc c'est l'anosmie, c'est quelque chose de vraiment terrible et qui va bien au-delà de ce qu'on peut se dire comme ça spontanément, genre je vais pas être capable de sentir s'il y a un incendie. Alors bien sûr, c'est un vrai sujet, mais les anosmiques, en fait, c'est beaucoup plus large, en fait, le spectre de tout ce que ça impacte dans leur vie quotidienne. Ils sont effectivement beaucoup plus exposés aux accidents domestiques, aux intoxications alimentaires aussi, parce que effectivement tu peux plus savoir si ta bouffe est périmée ou pas. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un volet social, puisque une des grosses craintes des personnes anosmiques, c'est de sentir mauvais. Elles sont plus capables de savoir ce qu'elles sentent. Et ça génère une gêne vraiment hyper importante dans les interactions sociales.
ça peut être très compliqué aussi même de maintenir une vie sexuelle, une vie affective en tout cas normale. Et puis ça provoque des troubles de la mémoire pour des raisons du coup qui sont évidentes, et tout ça combiné, ça fait que les anosmiques sont particulièrement exposés à la dépression. Il y a une corrélation vraiment évidente entre anosmie chronique et dépression. Donc c'est pas juste de pas pouvoir sentir l'incendie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te plonge dans un silence. Ça coupe du monde, c'est ça, silence, Un silence olfactif qui est terrible. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir perdu l'odorat pendant le Covid. Par contre, je l'ai perdu il n'y a pas très très longtemps, pendant une grosse sinusite. Et franchement, alors que pourtant, vraiment, c'est mon métier, j'y pense tous les jours, j'ai été étonnée, quoi, de à quel point ça me... Je sais pas, t'as plus le goût de rien, quoi. Ah ouais, le goût, c'est terrible. Pareil, j'ai eu une rhinite qui a duré, je sais pas combien de temps ça a duré, toi, mais moi, c'était 2 ou 3 semaines, sans goût ni odorat. Et j'adore cuisiner en plus, donc c'était... Voilà, je savais que l'odorat était important pour moi, mais c'est toujours aussi pénible de ne plus l'avoir pendant tant de temps, quoi. Profitez de votre nez avant que... Ouais, il faut vraiment profiter, parce que quand on le perd, je pense qu'on donnerait tout pour que ça revienne. Ouais. Bon, on pourrait évoquer encore des dizaines d'aspects inhérents au nez et aux odeurs, mais... On ne peut pas tout évoquer parce qu'on n'est pas en train de rédiger une encyclopédie et parce que c'est impossible d'être exhaustif, évidemment. Je termine donc sur une question cruciale sur l'odorat chez l'humain. Comment l'exploiter à son plein potentiel et le remettre au milieu du visage ? Ça, c'est hyper simple et basique, peut-être même un peu décevant, mais il faut simplement développer son attention. On respire environ 20 000 fois par jour et chaque fois qu'on respire, on sent. Donc ce qu'il faut, c'est simplement se brancher sur l'activité de notre odorat pour rendre le processus de plus en plus conscient, puisque comme on le disait tout à l'heure, il suffit de diriger son attention vers une odeur pour qu'elle transite par le cortex orbitofrontal, donc qu'elle soit consciente. Donc c'est un peu comme un exercice de méditation où on se concentre sur sa respiration finalement. C'est quelque chose de tellement habituel, de tellement la pleine conscience, quotidien, de tellement banal en fait, qu'on finit par l'oublier. Mais pourtant c'est là en permanence. Et d'ailleurs, j'aime bien cette comparaison avec la méditation parce que l'odorat, c'est aussi le sens de l'ici et maintenant, par excellence. Quand on sent quelque chose, ça nous renseigne sur ce qui est vraiment là, tout de suite autour de nous. Donc c'est aussi un ancrage que je trouve très précieux dans un monde d'écran où le réel a tendance à se déliter un peu. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui est vrai ou pas. Et l'odorat, pour le coup, c'est un sens qui ne nous trompe pas, en tout cas pas encore. Pour l'instant, c'est vraiment un rempart de la vérité, quoi. Après, je sais bien que sentir, que penser à sentir, que faire l'effort de sentir, ça peut demander un effort d'autant plus important que notre attention aujourd'hui, elle est vraiment justement accaparée, malmenée par les écrans et la dimension visuelle du monde qui a jamais pris autant de place. Mais justement, je crois que c'est d'autant plus pertinent, voire crucial, d'encourager cette attention olfactive, parce que c'est comme une sorte de bascule subtile dans notre manière d'être au monde, et ça nous permet de garder une certaine agilité sensorielle et puis de rester dans le vrai, quoi. Et puis d'expérience, je vois bien que quand on met la machine en route, après ça se fait tout seul, quoi. Plus on sent et plus on a envie de sentir. Ça, je l'observe vraiment autour de moi. Quand on met la première pièce dans le jukebox, après c'est parti, quoi. Mais tout est engrenage, effectivement. Au début, on se force. C'est comme, moi, je fais le parallèle avec le domaine de la santé, l'alimentation, par exemple, le sport. Au début, on se force, effectivement, il faut lancer l'engrenage. Et puis, une fois que l'habitude est là, c'est automatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus à réfléchir, est-ce que ça, c'est bon pour ma santé ? Est-ce que ça, je peux en manger et tout ça ? Effectivement, tu le sais maintenant, tu n'as plus besoin de réfléchir 3 heures, et le temps accordé à la réflexion, il est disponible pour autre chose. Et je pense que c'est pareil pour toute nouvelle acquisition. Au début, il faut peut-être se mettre le pied à l'étrier, se lancer un petit peu, puis une fois que c'est devenu, que c'est là, ça repart. Et c'est ça qui est chouette aussi. Exactement. Faire l'effort du démarrage. Ce que tu dis sur le fait que ce soit considéré comme banal et que ça soit aussi une histoire de posture par rapport au monde, ça me rappelle vraiment l'objet même de mon podcast, qui est de remettre de la conscience sur ce qui est là et qui est fascinant et qu'on a oublié qui était fascinant, tu vois. Donc ça va être l'odorat, ça va être les pouvoirs du corps humain, ça va être le son, ça va être tous les sujets que j'ai évoqués et qui restent à évoquer évidemment. Montrer que notre existence recèle de merveilles que nous avons oubliées ou que nous avons
banaliser alors que ça n'a rien de banal. Et remettre de la conscience dessus, savoir les réutiliser, les réemployer justement comme tu es en train de nous le suggérer, c'est vraiment tout l'objectif de ce qu'on fait, de ce que Sarah fait de son côté aussi, de ce que je fais. Voilà. On va poursuivre avec le petit jeu du si tu étais, si j'étais, que je propose à tous mes invités, pour explorer ton lien au monde des odeurs qui s'étend, comme on l'a compris, bien au-delà du monde des odeurs. Alors je t'ai concocté 5 petites questions et pour chacune, j'aimerais que tu me dises pour quelle raison est-ce que tu choisis telle réponse. Si tu étais une molécule odorante, et pour quelle raison ? Alors si j'étais une molécule odorante, je serais la géosmine. Ah, la fameuse substance, oui. Qui est une molécule autour de laquelle j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. C'est sûrement pour ça que cette réponse me vient. Et aussi parce que c'est une molécule que tout le monde a déjà sentie, parce qu'elle est très caractéristique de l'odeur de la terre après la pluie, qui est une odeur pour moi absolument merveilleuse. Je sais que je ne suis pas la seule. Ouais. La géosmine, donc, elle participe très largement à cette odeur de pétrichor. Et c'est une molécule qui est synthétisée, donc c'est-à-dire fabriquée par les micro-organismes qui peuplent le sol quand ils dégradent des éléments organiques. Et donc voilà, elle a toute une dimension aussi symbolique que je trouve très très belle. Et c'est une odeur délicieuse. Ouais, qui nous rappelle à quel point on est relié à la nature. Si tu étais un parfum? Alors si j'étais un parfum, ce serait Jiki de Guerlain, parce que c'est celui par lequel tout a commencé pour moi. C'est le premier parfum dont je me rappelle. C'était un parfum que mon père portait quand j'étais petite, et quand j'étais à l'école maternelle, ça je le raconte dans mon livre, parfois il me mettait une petite goutte, deux petites gouttes de Jiki derrière les oreilles, et j'avais l'impression d'être reliée à lui par un fil invisible pendant toute la journée. Donc ça c'est des souvenirs déjà qui sont très joyeux pour moi. Et voilà, je pense que c'est la première manifestation du parfum dont je me rappelle dans ma vie, quoi. Tu avais quel âge à cette époque-là ? Je devais avoir 4-5 ans, je pense, j'étais en maternelle. Et c'était une odeur que je trouvais absolument délicieuse, que je trouve toujours absolument délicieuse. En plus, c'est un parfum merveilleux, c'est un des premiers parfums modernes. Je ne connais pas. Un des premiers parfums à avoir utilisé des molécules de synthèse. Ouais. Il date de 1889 quand même, le petit Jiki. Ah oui. Et voilà, si vous ne le connaissez pas, et je pense que vous ne le connaissez pas parce que c'est un parfum qui est injustement méconnu, et je vous encourage à aller le sentir. Il est encore en vente, celui-ci ? Il est encore en vente, Ok. ouais. Il continue à le fabriquer. Ouais. Si tu étais une saveur, donc comme vous l'avez compris, un mélange de goût et d'odeur, et pour quelle raison ? Alors là, j'ai pas mal hésité parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs que j'aime, j'adore manger. Mais en fait, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est le pain et le beurre. Si c'était qu'une odeur, tu vois, justement, ce serait peut-être quelque chose d'assez neutre, très umami. Mais quand tu ajoutes justement tout ce qui rentre en jeu dans l'expérience du goût, quand tu ajoutes les jeux de texture entre la croûte et la mie du pain, quand tu ajoutes le fondant du beurre, son goût salé, éventuellement... Mon beurre demi-sel alors. Ah bah évidemment. Si tu pousses un peu le vis jusqu'à faire chauffer un peu le pain et que tu as une petite mie un peu tiède, là, je trouve que c'est absolument délicieux. Enfin, je trouve ça sublime. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu es team œuf à la coque avec ou pas ? Œuf à la coque, c'est aussi une grande passion, parce que là, le trio est quand même pas mal, effectivement. Ah ouais. Et enfin, si tu étais une odeur qui te renvoie puissamment à un souvenir heureux. Je pense que ce serait l'odeur des tilleuls en fleurs, qui d'ailleurs vont pas tarder là. J'ai hâte, j'attends ça tous les ans avec impatience. On est vraiment dans ma période préférée de l'année. C'est clair. Fin mai, début juin, pour moi, c'est vraiment toute la magie du monde est concentrée dans ces quelques semaines. Et donc l'odeur des tilleuls en fleurs qui me ramène au jardin de ma maison de vacances en Auvergne, où il y a un grand tilleul au milieu. Et je sais pas, quand je sens l'odeur des tilleuls en fleurs, je suis un peu propulsée dans ce jardin. J'ai des images un peu de ma famille attablée sous le tilleul. Je sais pas, c'est des moments de communion et d'insouciance. D'enfance heureuse. Ouais. Génial. Merci pour ces partages très, très intéressants. J'aime beaucoup cibler pour ces petites questions, cibler vraiment les domaines en question parce que ça nous permet de mieux connaître l'individu. Alors, on va poursuivre sur ton parcours. Parce que nous sommes affranchis de certains aspects par rapport à nos ancêtres, nos vies contemporaines peuvent prendre de multiples formes.
C'est pour ça que j'aime interroger mes invités sur leur parcours au-delà de leur sujet de prédilection, puisqu'ils sont l'exemple même de nos infinies possibilités d'humains. Sarah, est-ce que tu peux me citer un déclic existentiel que tu aurais eu à l'issue d'une rencontre, d'une expérience ou d'un apprentissage et qui t'a fasciné au point de contribuer à ta trajectoire actuelle dans le monde des odeurs ? Alors, j'ai souvent raconté cette anecdote et je la raconte dans mon livre, mais n'empêche elle a été vraiment déterminante pour moi. C'était ma rencontre avec Jean-Claude Ellena, qui était à l'époque le parfumeur maison de Hermès. Moi, j'étais toute jeune journaliste pigiste. J'avais eu mon master moins de 2 ans auparavant. Et à cette époque-là, j'avais pas encore fait le lien entre mon envie d'écrire et ma passion parallèle du parfum et des odeurs. Pour moi, c'était 2 choses qui étaient décorrélées. Donc à l'époque, j'écrivais pour plusieurs titres et j'écrivais sur plein de sujets, un peu tout ce qui me tombait sous la main, de la déco, les livres, la mode, le cinéma. Voilà. Et un magazine pour lequel j'écrivais m'a envoyé donc interviewer ce parfumeur. Que je connaissais pas en tant que personne, je le connaissais en tant que créateur parce que j'avais déjà senti certains de ses parfums, il y en avait que j'aimais beaucoup, mais j'étais pas du tout familière de l'homme. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, Jean-Claude Ellena, c'est un parfumeur, bon déjà qui est très talentueux, mais c'est aussi quelqu'un qui... C'est une star. Et c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien, qui écrit des livres à côté sur son activité. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il m'a touchée. J'ai aimé ce qu'il m'a raconté, j'ai aimé l'univers qui m'a un peu dévoilé. Et surtout, j'ai pris conscience en l'écoutant parler que finalement, le parfum était un sujet tout à fait légitime, en fait, qu'en tant que journaliste, je pouvais décider d'écrire là-dessus. Que c'était un champ de connaissances qui demandait qu'à être exploré, que c'était un endroit où j'allais probablement trouver de quoi... nourrir ma curiosité pour cet univers-là. Donc, voilà, ça a été pour moi vraiment une révélation. C'était en décembre 2011. Et je me rappelle d'être rue du Faubourg Saint-Honoré en rentrant et de me dire maintenant, je veux faire plus que ça, quoi. En fait, je veux tout savoir, tout comprendre. Je veux écrire là-dessus. Et donc, dans la foulée, j'ai créé un blog qui s'appelait Flair et qui m'a permis d'aller frapper à toutes les portes des gens qui travaillaient de près ou de loin autour des odeurs, parce que le parfum m'intéressait bien sûr, mais je voulais aussi comprendre les odeurs en général, c'était pas uniquement le parfum. Et voilà, donc grâce à ce blog, j'ai pu solliciter des interviews avec tout un tas de professionnels. Et tout ce que j'ai découvert m'a tellement passionnée en fait que je me suis jamais arrêtée en fait. Génial, une vraie passionnée en face. Donc effectivement, on peut dire que tu as créé ta propre activité, même tes propres activités, puisque comme tu as dit au départ, tu fais quand même plusieurs choses en parallèle autour de ça. Est-ce que tu peux nous dérouler ton parcours et nous citer des événements marquants, peut-être autres que cette rencontre avec Jean-Claude Ellena, qui ont façonné ce modèle sur mesure ? Oui, alors en fait, moi j'ai jamais vraiment visualisé la situation qui est la mienne aujourd'hui. J'en ai jamais fait une destination où... je pense même pas que j'aurais pu l'imaginer il y a encore 10 ans. En fait, j'ai l'impression que mon activité, elle se construit un peu tous les jours et chaque nouveau projet, chaque rencontre, elle fait un peu bouger les lignes de qui je suis et de ce que je fais. Je pense que la force que j'ai eue, c'est que depuis cette fameuse rencontre avec Jean-Claude Ellena, j'étais très au clair sur ce qui m'intéressait, à savoir le parfum et les odeurs. Mais par contre, j'étais, et je le suis encore d'ailleurs, hyper souple sur la manière, les formes que ça peut prendre en fait. Donc bien sûr, il y a l'écriture, hein, les mots pour moi ça a toujours été un fil rouge de tout ce que je faisais. Mais en partant de journaliste, je suis devenue autrice, bon c'est pas très loin. Conférencière finalement c'est pas très loin non plus, il faut juste dire ce qu'on écrit. Voilà. L'animation de table ronde, qui là déjà on commence un peu à dévier. Je te parlais notamment de la Paris Perfume Week, qui est un événement annuel dédié à la culture olfactive et au parfum, et au cours duquel j'anime des tables rondes sur tout un tas de sujets qui sont liés. Et ça aussi, mais je m'éclate là-dedans en fait, parce que ça me permet de répondre aussi à une passion que j'ai de parler avec des gens, de découvrir ce qu'ils font, etc. Et puis il y a aussi les ateliers que je fais, et puis plus récemment une activité qu'on pourrait décrire comme de la curation d'odeurs, c'est-à-dire que je sélectionne et je défends des odeurs pour des projets.
Là, récemment, je l'ai fait pour une installation de l'artiste JR qui s'appelle La Caverne du Pont-Neuf, qui va ouvrir bientôt. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire il y a encore 6 mois. Mais donc voilà, mon parcours, en fait, à partir du moment où j'ai eu mon master de journalisme en 2010, parfois j'ai presque l'impression que je me suis laissée porter par le vent. Alors pas dans le sens où j'aurais pas de personnalité, que j'aurais rien choisi, et que voilà, mais plutôt dans le sens où j'ai toujours été très ouverte, je sais pas comment le dire autrement, les rencontres, les opportunités, enfin je me suis jamais fermée aucune porte, et je crois que j'ai toujours besoin en fait de sentir que tout est possible. Voilà, donc mon activité là aujourd'hui elle est comme ça maintenant, mais ça se trouve on se reverra dans 2 ans et j'aurai un peu changé de casquette et je t'en parlerai d'une autre manière, mais je crois que j'aime bien. Tu flottes telle une molécule odorante. Ouais, exactement, c'est exactement. De nez en nez. C'est beau. Ok, je vois tout à fait le parcours, le profil. Est-ce que malgré tout, tu as eu quand même des mentors, j'aime pas ce mot, mais tu vois, des figures un petit peu qui t'ont inspiré ou montré que ce journalisme très niché existait, ou au contraire, tu t'es sentie un petit peu seule à aller dans ça? Mais c'est vrai que là, le métier que j'exerce aujourd'hui, je connais personne qui fait le même et que globalement, j'ai pas eu beaucoup de figures auxquelles m'identifier. Contrairement à plein d'autres professions où tu peux trouver des gens dont tu peux t'inspirer. Moi, ça n'a pas forcément été mon cas, mais il y en a quand même une que je ne peux pas ne pas citer, qui est Jeanne Doré, qui est la rédactrice en chef de Nez, la revue olfactive, qui a eu un rôle vraiment déterminant pour moi, puisque c'est elle qui m'a proposé, il y a un peu plus de 10 ans, de devenir rédactrice en chef adjointe de la revue, alors que la revue était en train de se créer. Et je la connaissais déjà bien puisqu'elle avait créé le site auparfum.com que je lisais régulièrement et qui m'avait laissé entrevoir quand même qu'on pouvait écrire sur le parfum d'une manière qui me parlait, c'est-à-dire à la fois érudite, enfin en tout cas tu vois, bien fournie, étayée, et en même temps d'une manière sensible. Ce qui voulait quand même dire que le parfum c'était un sujet légitime, un territoire de connaissance comme un autre, et qu'on pouvait on pouvait chercher à exprimer toutes les choses puissantes que ça nous fait ressentir, sans tomber dans de la pure subjectivité. Voilà, je trouve que Jeanne Doré, elle m'a vraiment montré la voie vers cette écriture qui est, encore une fois, très en prise avec le ressenti subjectif, mais en même temps très nourrie, très cultivée, très érudite, quoi. Donc je lui dois beaucoup, parce que donc elle m'a donné cette chance absolument inespérée à l'époque où elle me fait cette proposition, donc de bosser avec elle. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle m'a bien sentie entre guillemets, mais elle l'a fait. Et puis à la fois parce que donc elle a représenté un peu la personne qui m'a montré qu'on pouvait écrire sur le parfum de cette manière-là. Donc je lui dois beaucoup, Parce qu'elle, avant ça, elle était justement dans la rédaction autour du parfum, ou pareil, elle a créé cet ouvrage. Par au parfum, oui, pardon. Ouais, elle avait le blog avant, c'est ça quand même. Elle avait le blog, et elle avait un pied dans l'industrie, elle travaille dans l'industrie, donc elle avait cette... c'était plus qu'une sensibilité, c'était vraiment son métier, mais elle, pour le coup, elle a créé quelque chose qui... Bon, il y avait quand même un peu des blogs aux États-Unis, c'était un peu balbutiant, elle n'était pas seule au monde à écrire sur le parfum, évidemment, mais elle l'a quand même fait d'une manière qui a été très originale et qui a fait date, en fait. Ouais, d'accord. Bon, c'est un point marquant en France, en tout cas, pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton approche aujourd'hui, et pourquoi est-ce que tu gardes cette voie? Pourquoi est-ce que tu es encore sur cette voie aujourd'hui? Parce que, je pense que tu l'auras compris, j'ai toujours été très curieuse, et le métier que j'ai aujourd'hui, il me permet de renoncer à rien. L'odorat, ça a toujours été un levier d'ailleurs de curiosité pour moi, parce qu'à travers lui, je me suis beaucoup questionnée sur le monde sous plein d'angles différents. Et aujourd'hui, l'odorat, c'est le fil rouge qui me permet d'écrire sur plein de sujets différents, c'est ça. tout en gardant une certaine cohérence. Ouais, un fil rouge. C'est un peu le pivot en fait de toutes mes passions. Donc dans une même journée, aujourd'hui, je peux passer la matinée avec quelqu'un qui va me parler d'une approche scientifique de l'odorat, par exemple la biologie ou des neurosciences. Ensuite, je peux aller déjeuner avec un parfumeur qui va être plus sur le volet créatif, artistique de l'odorat. Et puis ensuite, je peux très bien aller rencontrer quelqu'un qui cultive ou qui transforme des plantes odorantes pour en faire des ingrédients de parfumerie.
Et là, ce sera des questions de terroir, de botanique, de culture olfactive, voire même d'ingénierie technique, tu vois. Tout à fait. Et toutes ces choses, en fait, elles me nourrissent énormément, chacune à leur manière. Et je pense que cette diversité de sujets, en fait, moi, elle me maintient en éveil. Et puis, elle me permet de créer des ponts entre les choses. Exactement. Et ça, je crois que c'est mon plus gros kiff intellectuel. C'est déjà de comprendre les choses et ensuite de les relier entre elles. C'est ça qui est beau, quoi. Ouais. Et donc, voilà, mon activité aujourd'hui, elle me permet et je me rends compte de la chance que j'ai parce que je vois bien à quel point les métiers, en plus, ont tendance à être très spécialisés. Donc, pour être expert dans une chose, il faut renoncer à être expert dans d'autres. C'est clair. Ouais. Moi, j'ai totalement fait mon deuil de l'idée de ne pas être vraiment ultra pointu sur un sujet. Parce qu'en fait, l'odorat, ça passe pour pointu, mais c'est finalement un océan. Oui, c'est ça touche à tout. Et j'adore pouvoir toucher à tout. Voilà, ça me permet de jamais m'ennuyer et encore une fois de me trouver à la croisée de plein de monde. Et ça, je trouve ça finalement beaucoup plus excitant qu'être au sommet d'une montagne dans un monde particulier. Tu vois. Ouais, complètement. Bah, alors là, je bois tes paroles parce que je suis exactement dans cette même approche-là aussi. Et c'est pour ça que tu es là. C'est parce que je t'ai invité autant pour ce sujet qui me passionne que pour ton parcours. Parce que je pense qu'on a vraiment des similitudes dans la manière dont on appréhende le monde et le fait à partir d'un sujet ou d'un fil conducteur, de pouvoir avoir des ramifications dans plein de domaines. Ça, c'est aussi exactement ce qui se passe avec moi. Si ce n'est que moi, mon fil rouge, c'est le vivant et ses innombrables possibilités. Donc, tu vois, on part d'un petit point et puis la mind map, après, se ramifie et voilà, voilà. Sachant que ton petit point, il est un peu comme le mien, c'est-à-dire qu'il est gigantesque. C'est ça. Le vivant et les infinies possibilités, c'est gigantesque. Mais c'est encore plus vaste que l'odorat, c'est peut-être encore plus vaste, ouais. Mais c'est génial parce que je pense que quand on a la chance d'avoir cet élan de curiosité, de comprendre, de partager, c'est bien de pouvoir laisser libre cours à ça, en fait. On a besoin, et pour nous-mêmes et pour les autres, je pense, d'aller au bout de cette curiosité. Ouais, je pense que de toute façon, nous on transmet, hein, on fait passer des messages aussi, donc cette curiosité n'est pas gardée secrètement, jalousement, quoi. On est vraiment dans une démarche toutes les deux de transmettre. De découvrir pour mieux partager. C'est ça, mais moi c'est vrai que tout ce que j'apprends au quotidien, si dans la finalité il n'y a pas un moment où je le transmets, toutes les manières que ce soit, par l'écriture, par la voix, à ma famille, dans le cadre d'un repas qui est complètement informel, ou d'un atelier pratique, bah c'est vrai que le travail d'apprentissage, l'acquisition de la connaissance n'est pas abouti, quoi. Le cycle n'est pas terminé. Et puis en plus, je trouve qu'on comprend jamais mieux quelque chose que quand on la transmet. Ouais. Et tu vois, moi qui ai eu un parcours, j'ai fait un bac L, enfin je suis quand même assez littéraire quoi, comme personne. Et j'ai grandi dans l'idée que c'était ça ou les sciences. Bon, aujourd'hui, je réconcilie un peu tout. Mais tu vois, faire de la vulgarisation scientifique, parce que c'est quand même un peu ça que je fais parfois, pas uniquement, mais ça m'arrive de le faire. Je trouve que c'est un exercice qui est ultra stimulant parce que ça te demande d'aller vraiment au bout de ta compréhension. Et quand, bon ça c'est très bateau de le dire, mais c'est très très vrai, quand tu es capable d'expliquer quelque chose de manière simple, a fortiori c'est quelque chose de complexe, c'est que tu l'as parfaitement assimilé toi-même. Et moi c'est un vrai plaisir quoi, pour moi de partir de ce sujet qui est perçu comme très complexe et qui l'est, hein, pour bien des égards. L'odorat, c'est vrai que il y a plein de trucs assez compliqués, mais finalement de réussir à synthétiser tout ça et à le rendre digeste et compréhensible et même peut-être fascinant pour les autres, bah là moi j'ai l'impression de remplir une mission de vie de ouf quoi, en faisant exactement ce qui me fait kiffer. Donc, ah ouais, là c'est tout win-win. Ouais, c'est ça. et ce que tu dis, effectivement, cette capacité à vulgariser, je crois que, je sais pas qui a dit ça, mais si tu parviens à expliquer quelque chose d'assez compliqué ou en tout cas de pointu à un enfant de 8 ans ou peut-être un peu moins, ben, ça veut dire que tu as réussi à bien digérer l'information et à bien la transmettre, et ça en dit long sur ta compréhension du sujet. Donc c'est très positif. Bah, je trouve qu'il n'y a rien de plus respectable en fait que... Enfin, en termes de connaissances, pouvoir s'adresser à des personnes qui n'y connaissent rien du tout et de réussir à les captiver, pour moi c'est le truc à la fois le plus difficile et le plus louable d'une certaine manière, parce que c'est facile d'être expert, enfin c'est difficile, mais je trouve que
Le problème un peu des expertises très pointues, c'est que tu as tendance après à t'enfermer, à ne parler plus qu'à des gens qui ont ton niveau de connaissance. Et même si ça peut être un peu galvanisant et peut-être un peu aussi excitant de se dire qu'on est dans un petit groupe de gens qui s'y connaissent, je trouve ça tellement plus cool en fait de pouvoir partager ça avec tout le monde, et en plus d'embarquer des gens avec toi. Tu vois, quand dans le sujet de l'odorat, moi je suis persuadée que c'est un sujet de première importance pour absolument tout le monde. Je trouve ça finalement beaucoup plus cool de pouvoir convaincre des gens de ça, plutôt que de parler la même langue que des neurobiologistes, tu vois. J'adore faire ça aussi, mais ça n'a pas de sens en fait si tu peux pas après embarquer des gens dans tes convictions et dans ton émerveillement. Pouvoir s'adapter aux interlocuteurs, finalement, c'est ça aussi, hein, je pense, le cœur de ton métier et de ce qu'on fait. C'est autant pouvoir s'adresser et comprendre ce que te dit un neurobiologiste ou un scientifique de haut grade, que pouvoir échanger avec quelqu'un qui est novice complètement ou qu'avec un enfant. Et s'adapter aux interlocuteurs, c'est super. Puis ça te permet d'ajuster ton discours, et donc même si c'est un même sujet dont tu vas parler, à chaque fois ça sera différent, et donc c'est autant d'occasions de vivre des moments différents, quoi. Complètement. Bon, on est d'accord, je crois. Quel serait ton conseil de la fin pour celles et ceux qui souhaitent se créer une vie et un métier sur mesure, un peu comme tu l'as fait toi, même si c'est dans un autre domaine, hein, un peu importe. Alors je sais pas si j'ai de conseils à donner à qui que ce soit. Non, mais surtout parce qu'un métier sur mesure, par définition, c'est unique. Bien sûr. Et puis on peut pas être sûr que ce qui a marché pour nous va marcher pour les autres, ou que ce qui a pas marché pour nous ne va pas marcher pour les autres d'ailleurs. Mais je dirais que c'est important de pouvoir garder une connexion très forte à ce qui nous anime, de savoir en fait pourquoi on fait les choses, et en même temps de rester très ouvert et souple sur comment ça peut se matérialiser. Et puis c'est un peu bateau, mais aussi je dirais qu'il faut oser, parce qu'en fait dans la plupart des situations on n'a rien à perdre, donc oser demander. Moi j'ai toujours assez naïvement écrit aux gens que je connaissais pas pour leur demander un stage, pour leur faire une proposition, pour leur demander si on pouvait se rencontrer, et dans l'immense majorité des cas ça fonctionne, surtout quand c'est dans un domaine qui nous passionne. Je crois qu'on est tous capables de ressentir quand la personne en face de nous est vraiment là pour les bonnes raisons, entre guillemets. Donc bien choisir sa voie, et ensuite pas se laisser freiner par la peur. Enfin voilà, je dis des choses qui sont hyper bateau, je suis désolée. Mais c'est ce que je pense, quoi. Je crois que quand on est au bon endroit... J'aime bien aussi cette idée que quand on est à sa juste place, l'univers conspire en notre faveur. Alors il faut la trouver, cette juste place, et ça c'est pas une mince affaire, mais je crois quand même vraiment que, encore une fois, quand on est à l'endroit où on peut être utile à soi-même et aux autres, ça a tendance à bien se passer. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient d'accord avec toi sur cet aspect-là. L'univers conspire en ta faveur aussi. Si tu fais un pas en avant, il te fait la moitié de pas vers toi aussi, un mi-chemin, tu vois, une rencontre en mi-chemin. Après, ça fait peut-être un peu ravi de la crèche de dire ça, et je voudrais pas aussi éluder le fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances au départ, et pendant. Enfin, je veux dire, on a des conditions de vie qui nous permettent ou pas de faire certaines choses, et ça j'en ai bien conscience, mais malgré tout je pense que d'être à sa bonne place, de se demander ce qu'on peut apporter, encore une fois, au monde et à soi, même si c'est quelque chose qui n'est pas grandiloquent, je pense que c'est déjà un bon point de départ, et ensuite effectivement d'y aller, quoi. Ok, merci pour ces conseils qui sont tout à fait légitimes et intéressants. Nous en arrivons à la fin de cet épisode, qui aura été, comme je l'attendais, fort passionnant et très agréable. J'espère que ça vous aura plu aussi, que vous allez renouer avec votre odorat dès la fin de l'épisode. Là. Dès maintenant, là tout de suite, vous êtes en train de sentir quelque chose, conscientisez-le. Et voilà. Complètement. Alors tu le sais, je crois que tu as compris, dans ce podcast, j'aime à dire que notre existence est déjà une chance, un miracle. Alors pour finir, en quoi trouves-tu notre existence phénoménale, Sarah ? Notre existence, c'est un putain de miracle, hein, dans les proportions qu'on peine à s'imaginer avec notre petit cerveau d'humain.
En fait, en préparant ce podcast, là, j'ai repensé à un petit film qui m'a marqué au fer rouge quand j'étais enfant, que j'ai retrouvé sur YouTube, qui s'appelle Powers of Ten. Alors ça a beaucoup vieilli, mais c'est quand même super intéressant. Ouais. C'est un voyage dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. En fait, on part d'un mec qui fait la sieste dans l'herbe, Oui, je ne j'ai sais vu où, aux ça. États-Unis. Ouais. Et tu t'éloignes progressivement, Ouais. voilà, jusqu'à T'as ce un petit carré rouge au milieu qui t'indique un petit carré, et les chaque 10 petit puissances. carré, voilà, c'est à la puissance. Et en fait, tu te retrouves finalement tellement loin dans l'espace que notre galaxie, c'est un point dans un amas de galaxies qui lui-même devient un point. Enfin voilà. Puis tu traverses aussi pas mal de vides intergalactiques. Donc ça déjà, ça te permet de, je sais pas, remettre un peu les choses en perspective. Et puis ensuite, tu vas dans l'autre sens, tu repars dans l'autre sens, tu zoomes vers le mec à l'intérieur de sa main, dans l'infiniment petit, jusqu'à l'intérieur d'un atome, où d'ailleurs ça ressemble un peu au cosmos. Et moi, ça, c'est des images. Donc c'était un petit film qui était projeté à l'époque à la Cité des Enfants à la Villette, où mes parents m'emmenaient le week-end. Donc j'ai dû le voir plusieurs fois. Et c'est des images qui m'ont durablement marqué, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je me demande, par exemple, à quoi est-ce que le moment que je suis en train de vivre maintenant ressemble depuis 10 millions d'années-lumière, tu vois, même si ça n'a pas vraiment de sens, cette question, mais c'est comme si ça m'avait donné une grande conscience, en fait, de l'immensité du truc dans lequel on se trouve, qui rend nos existences à la fois un peu dérisoires, mais à la fois complètement miraculeuses. Et oui, c'est ça. Et en même temps, le miracle qui se joue dans chaque cellule de notre corps. Donc voilà, moi, notre existence, elle est phénoménale parce que la vie, c'est tout ça. Et puis parce qu'en plus, on vit tout court. Enfin, on est là plutôt que pas. Ouais, exactement. Et tu vois, rien que ça, c'est déjà phénoménal. Donc, je suis très... je dis pas que j'y pense à chaque instant tous les jours, hein, non, mais évidemment, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui me porte beaucoup. Ouais. Bah écoute, encore une fois, hein, c'est que c'est que ça se passe comme ça dans cet épisode. Je bois tout ce que tu dis. Je suis en phase avec tous tes mots. Et ce petit film, moi je l'avais vu en cours de physique, je sais pas si c'était collège ou lycée. Et pareil, ça m'avait marqué aussi, quoi. Il nous avait montré ça, le prof de physique. J'étais là. Alors je pense qu'il date des années 70 ou 80, donc je pense qu'aujourd'hui on serait capable d'aller carrément. Beaucoup plus loin dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Mais c'est déjà vertigineux, quoi. C'est ça. Donc vraiment, Powers of Ten sur YouTube, je vous le recommande chaudement. Complètement, il faudrait le ressortir au goût du jour. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, on a des éléments subatomiques qui sont encore plus petits que l'atome. Ouais. Enfin, c'est dingue. Et puis dans l'infiniment grand, on sait pas où ça se termine, quoi. Non, c'est ça. Et moi, je me disais, mais du coup... puisqu'on partait de la main de ce mec, de quoi l'univers observable est-il la main ? Enfin, c'est des vertiges philosophiques merveilleux, quoi. Ça pose des questions. Effectivement, ça me renvoie à... J'ai reçu la visite récemment des témoins de Jéhovah, et comme ils ont vu que je m'intéressais un petit peu à ces sujets autour de notre existence, ils m'ont dit « si vous voulez, on a des petits documents à vous donner. Alors, il y a une question, c'est... la nature est-elle le fruit de la création ou de l'évolution ?» Et j'ai dit « ça y est, j'adhère, je vais lire ça. » Et bon, c'est vrai qu'eux, ils mettent, peut-être ceux qui m'écoutent aussi, ils mettent derrière ces choses qui sont fascinantes. Ils les trouvent tellement fascinantes qu'ils y mettent derrière une intention déique, enfin un dieu, quoi, divin. Donc, c'est pas forcément mon point de vue. Je trouve que c'est trop facile de dire qu'il y a quelqu'un qui a créé ça, quelque chose de précis, de personnifié, tu vois, et justement ça ferme un petit peu le champ des possibles et qui nous dépasse aussi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc moi je suis persuadée qu'il y a quelque chose, effectivement une intelligence, elle est là, elle est partout, mais de là à vouloir la personnifier et la nommer, ouais, mais ça n'a jamais été mon cas non plus. J'ai jamais cru en Dieu, et pourtant j'estime être assez spirituelle. Oui, croyante, voilà. Peut-être croyante en autre chose. Ouais. Et très respectueuse par ailleurs de toutes les formes que peut prendre la foi, quoi. Mais c'est vrai que moi non plus, ça m'a jamais paru suffisant, quoi, cette histoire de Dieu. Je trouve ça un peu réducteur. Et qui a créé ce Dieu ? Ah Qui en parle ?
Ouais, bon, on est raccord aussi alors sur ça. Pour celles et ceux qui veulent continuer à explorer avec toi, c'est ton petit moment promo. Dis-moi un petit peu ton livre. Ah oui, je vais parler de ton livre parce que peut-être que tu vas pas réussir à te vendre sur ça, mais ton livre est voilà, exceptionnel à tous ceux qui veulent renouer avec leur odorat. Donc le titre c'est... Par le bout du ouais. nez, une histoire intime des odeurs. C'est paru chez Calman Levy. Merci beaucoup d'en parler et de l'avoir lu et d'avoir été enthousiaste. C'est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de moi, mais pas seulement. C'est un essai autobiographique en fait, où j'ai entremêlé mon parcours de passionné d'odeur devenu professionnel avec tout un tas de connaissances que j'ai accumulées auprès de scientifiques, de parfumeurs, de gens qui évoluent dans le monde de l'odorat. Et même si ça part de mon expérience et de ma vie à moi, c'est vraiment un livre qui a pour vocation de montrer les enjeux de l'odorat dans nos vies à tous, donc qui a une portée, je l'espère, universelle. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... s'il y avait une promo à faire, ce serait celle-ci, mais après, si le sujet de l'odorat vous intéresse, j'ai aussi coordonné un livre qui est paru au mois d'octobre aux éditions Nez, qui s'appelle Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands, et qui est un livre qui permet de mettre en place des ateliers d'éveil olfactif avec des enfants de tous les âges et même des plus vieux, et qui est aussi voilà, un ouvrage, à mon sens, d'utilité publique, qui donne aussi plein de clés sur comment fonctionne l'odorat, quel est l'intérêt de l'éveiller, comment font les parfumeurs pour mémoriser toutes ces odeurs. Enfin, voilà, il y a aussi pas mal de contenu assez théorique. Donc je vous recommande aussi chaudement ce manuel d'éveil olfactif. Ouais. Et puis, voilà, sinon vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste quand même assez régulièrement des choses uniquement sur l'odorat. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais ça peut être une bonne source d'information aussi. Voilà. Merci beaucoup Sarah. Tous les liens seront dans la description pour acheter les livres et retrouver Sarah sur les réseaux. Tu écris aussi régulièrement dans Nez, la revue quand même, puisque tu es rédactrice. C'est toujours le cas, tu es toujours rédactrice en chef adjointe? Non, je ne suis plus rédactrice en chef adjointe, mais je suis journaliste et je collabore effectivement à tous les numéros. Là, on vient de lancer notre numéro 21 sur le thème du futur. Ah ouais. Et j'ai écrit un article sur l'odorat comme un sens qui a parfois un temps d'avance sur les autres sens, justement. Voilà, donc un article un peu neurosciences, un peu médecine, et quelques incursions aussi dans les cuisines des restaurants où les chefs se servent beaucoup de leur odorat aussi, justement pour anticiper des choses. Ouais. Voilà, c'est le sujet de l'article et effectivement vous pouvez me retrouver tous les 6 mois dans Nez, la revue olfactive. Ouais. Bon à savoir. Bien, je te remercie infiniment Sarah. Merci à toi Margot, c'était vraiment trop chouette comme échange. Merci beaucoup. Ouais, vraiment ça m'a fait un grand plaisir et puis l'échange était à la hauteur de ce que je voyais en toi, donc une grande qualité, beaucoup de préparation, quelqu'un qui est très passionné, donc ça fait plaisir de t'avoir reçu. Eh bien, je vous souhaite de sentir le monde et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Phénoménal Existence. Il s'agit d'un projet indépendant, né d'un élan profond. Si mon travail t'inspire ou fait écho à ce que tu proposes, je serai ravie d'imaginer des collaborations, des interventions ou des partenariats. N'hésite pas à explorer le reste de mon univers. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de ce qui te rend vivant.